La formation manuelle technique et technologique, ou FMTT, c'est bien plus qu'un cours pratique. C'est apprendre aux élèves à comprendre le monde qui les entoure, à concevoir, à résoudre des problèmes. Mais pour bien l'enseigner, encore faut-il être formé. C'est le défi que relèvent ensemble la Haute École Léonard de Vinci et l'Institut de formation de l'enseignement catholique dans un partenariat pour former enseignants et direction. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la suite de l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Aujourd'hui, on parle de la formation des enseignants à la FMTT, la formation manuelle technique et technologique. Pour en discuter, j'ai deux invités avec moi, Jérôme Dufresne et Thierry Évrard. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Voilà, je suis Thierry Évrard. Je travaille à la Haute École Vinci depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je suis sûr que de nombreux auditeurs me connaissent et ont eu cours avec moi. Et actuellement, je donne toujours des cours de didactique des sciences et des cours de didactique de la formation manuelle, technique, technologique. Merci Thierry. Donc moi c'est Jérôme Dufresne, je suis formateur à l'IFEC, à l'Institut de formation, et je suis formateur depuis 2 ans en formation manuelle technique et technologique, d'abord l'année passée sur les besoins personnalisés, donc pour les enseignants qui s'inscrivent individuellement, et depuis cette année-ci en formation collective en école. Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer c'est quoi la FMTT très concrètement, à quoi ça correspond et ça s'adresse à quels élèves ? Alors la FMTT, depuis les nouveaux référentiels, est une nouvelle discipline qu'on va retrouver dans le programme. Donc dès le maternel, en formation manuelle et technique, où on est sur le travail de tous les gestes et la maîtrise des gestes qui sont réalisés en classe. Et puis progressivement en primaire, on rajoute le T du technologique, pour les premières, deuxièmes, donc où on redécouvre toute une série de gestes que l'on faisait déjà probablement dans les classes, mais où on a un véritable enjeu d'apprentissage et où on est explicite sur l'ensemble de ces gestes. Et on rajoute après, par la suite, le numérique pour les autres élèves. Okay. Et ça recouvre quoi exactement comme activité manuelle ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement exactement ? Alors, on va travailler sur 4 champs, qui sont les champs du programme alimentation et habitat. Donc là, on va toucher tout ce qui correspond à la structuration de l'habitat, mais plutôt la construction sur plan, par exemple. Alimentation, ça on connaît, puisque les activités de cuisine, on en fait déjà pas mal dans les écoles. Puis on va avoir un champ qui va être lié aux matières et matériaux, où là, on va découvrir les textures des matériaux, les techniques pour le travailler, différents matériaux. Alors, parfois, on peut faire l'amalgame avec bricolage, mais d'une activité de bricolage, on peut la transformer rapidement en une activité de formation manuelle, technique et technologique en insistant sur le geste et tout le vocabulaire qui est derrière. Puis, on va avoir un champ aussi qui est technique de culture et potager, où là, on va vraiment prendre soin d'une plante, de préparer un substrat et de manipuler certains outils et de faire quelques gestes. Et puis, on aura objet technologique, monter, démonter, faire des plans, comprendre des manuels, etc. Avec une idée aussi transversale de tous ces documents techniques qu'on peut lire autant dans une recette que dans une étiquette de semence ou un objet technologique. Avec bien sûr des contenus communs qui sont centrés sur la sécurité et l'hygiène aussi, puisque alimentation, on doit y veiller. Ok, alors parfois on entend parler de FMTTN. À quoi correspond ce N et quand est-ce que les élèves apprennent justement cette partie qui est en plus ? Alors c'est la partie numérique qui est importante évidemment dans notre société. Donc dès la 3e primaire, donc ce N vient se rajouter dans le programme avec toute une approche pour que les élèves puissent apprendre à avoir un détachement aussi par rapport à l'information qu'on peut trouver vis-à-vis du numérique jusqu'en 3e secondaire. Et donc maintenant, on va parler de la collaboration entre la Haute École Léonard de Vinci et le CEGEC. Comment est née cette collaboration entre la Haute École et le CEGEC et qu'est-ce qui a déclenché ce projet commun autour de la FMTT ? Alors, la collaboration est née à partir d'un appel à projet du CEGEC qui cherchait une personne pour
aider au pilotage, l'écriture du programme de sciences. Et j'ai postulé, j'ai été heureusement retenu. Et ça m'a amené à avoir une collaboration forte avec plusieurs personnes de la fédération. Et le programme arrivant tout doucement à maturité, il y avait dans mon chef et dans le chef de plusieurs personnes de la haute école un intérêt pour le FMTT. Et j'ai commencé avec un collègue à regarder, tiens, mais où y a-t-il en Europe d'autres endroits où les pratiques manuelles sont fortement encouragées? Et ça nous a amené vers les pays nordiques, en l'occurrence la Norvège. Et je pense qu'il y a 4, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, j'ai organisé un voyage de découverte des infrastructures manuelles en Norvège. Et certaines personnes de la fédération nous ont accompagnés comme cela. Et c'est à partir de là où une collaboration s'est mise en place petit à petit. Et je dirais pour le plaisir et de tout un chacun. Tout à fait. Et l'IFEC était vraiment intéressé aussi de cette collaboration au niveau de cette formation initiale et la formation continuée. Donc on a quelque chose de complet, de partage de ces expertises et l'expérience de la haute école avec son CALAB, justement, qui est quand même très intéressant pour la formation des jeunes et donner l'espoir à nos enseignants déjà en place que de nouveaux jeunes arrivent avec une formation bien ancrée, en tout cas dans les années qui viennent. Justement, on va parler du CALAB. C'est quoi le CALAB finalement? Depuis quand il est en place? Qu'est-ce qu'il contient? Alors, le CALAB est un outil qui s'est créé il y a une bonne douzaine d'années, quelque chose comme ça. C'est venu au départ d'une réflexion d'une didacticienne de l'expression, en se disant mais il faut quand même favoriser les gestes techniques et la créativité. Et CALAB, c'est pour Creative Lab. Mais en même temps que la réflexion se faisait, le référentiel s'installe sur le terrain, le pacte d'excellence est là, ce qui a amené à une réforme de la formation initiale. Et dans cette réforme de la formation initiale, nous avons choisi de développer fortement la partie manuelle. Ça a supposé qu'on puisse se doter d'infrastructures adaptées. Et dans les infrastructures adaptées, la première infrastructure qu'on a mise en place, c'est une cuisine qui s'appelle le Cuisilab. Et l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qui se fait dans une école? Qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est 2 tacs de cuisson, un peu de matériel domestique. Et on a créé comme ça 5 postes de travail qui ressemblent à 5 postes qu'on peut avoir au sein de son domicile. Premier volet, donc on était vers la cuisine. On a eu l'immense chance d'avoir un terrain accessible juste à côté de la haute école, où on a pu développer la partie horticulture, potager, c'est devenu le Jardilab. Et alors, un grand projet a été de créer une salle polyvalente qu'on l'on appelle le Technolab. Et elle est polyvalente parce qu'elle permet à la fois d'avoir des activités plus centrées sur le travail du bois ou sur le travail des textiles. Et on a aussi une formation plus orientée vers les côtés numériques, à savoir la découpe laser et également les imprimantes 3D. Le but, c'est de former donc, les futurs enseignants à la FMTT. Et alors, vous avez aussi formé des équipes de direction ensemble, c'est ça, si je comprends bien? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le projet? En fait, c'est la concrétisation de notre collaboration. Donc, on s'est trouvé, donc, quand le partenariat s'est construit. On s'est dit, tiens, que va-t-on faire ensemble, puisque c'était bien de réfléchir, mais il fallait aussi cet objectif final. Et donc, on a pris la décision de se lancer dans une première formation des directions, parce que la direction reste quand même la personne au centre de l'école, puisque c'est elle qui prend les décisions, et de pouvoir justement sensibiliser à l'importance, aux enjeux qui sont derrière au niveau de la FMTT, et de les ouvrir à permettre à leurs enseignants, d'encourager les enseignants à la pratiquer en classe et d'ouvrir les portes surtout du possible, en partant de toute une série de questions qui étaient déjà posées par les équipes, et d'essayer dans notre travail de collaboration de mettre justement notre expertise au centre et de proposer des pistes d'ouverture par rapport à ces directions. Donc poursuivre ensuite avec les enseignants. Donc le but, c'était vraiment de les sensibiliser à la FMTT. Et quels ont été les retours des directions suite à cette formation? J'ai envie de dire, c'était les sensibiliser et en même temps les positionner comme leaders. Oui. À savoir qu'ils puissent bien s'approprier qu'est-ce que la FMTT, quels sont les enjeux,
pourquoi faire ça? Comment pouvoir assurer l'adhésion des enseignants? Oui, et surtout, alors c'est vrai que si on fait beaucoup de FMTT en classe, on pourrait avoir une réaction des parents. Et donc, si on a une direction qui voit qu'à travers la FMTT, en fait, on travaille aussi des maths, du français, des sciences, d'autres choses, puisque en faisant, les savoirs, en pratiquant les savoirs, on les retient mieux. Et donc, ça permet aussi de soutenir les enseignants et d'avoir un projet d'école qui tourne autour de ça. Et donc, d'avoir plus de facilité pour les enseignants, oser faire ce show-là et prendre plus de temps pour la FMTT. Ce qu'on voulait mettre en évidence aussi, souvent un des freins, c'est de se dire ça coûte cher, on n'a pas le matériel, et on essayait dans la formation de mettre en évidence qu'avec peu de matériel, on peut faire énormément de choses. Par exemple, en cuisine, il y a beaucoup de recettes où on se dit « Oh, je dois faire un cake, mais pour faire un cake, j'aurais besoin d'un four et autres. » Mais on peut très bien aussi prendre des recettes de cake salé, de cake sucré, les faire soit dans des crêpières, soit dans des moules à gaufres. Et vraiment, l'idée, c'est d'un peu ouvrir le champ des possibles pour ne pas être coincé en se disant « Je n'ai pas le matériel, je ne peux rien faire. » Je pense qu'il y a pas mal d'informations et de formations qui doivent se faire pour se dire en fait, il y a beaucoup de choses qui existent. Qu'est-ce que chacune des parties apporte à l'autre dans ce partenariat? Alors moi, j'aurais très facile à dire ce que le CEGEC m'apporte. Essentiellement, c'est la dimension sur le terrain. Par exemple, dans la formation qu'on a donnée, quand on a pu commencer à préparer cela, le CEGEC, je pense que c'est toi, Jérôme, qui est venu avec une analyse des besoins. Tiens, les enseignants disent qu'il y a ceci, cela comme difficulté, comme point fort au niveau des MTT, les directions aussi. Et donc, le fait que, de par le métier du CEGEC, vous êtes plus en relation avec le terrain, ça nous apporte une expertise que nous n'avons pas. Et c'est vraiment très riche. Et de notre côté, on essaie, tu me diras si je ne vais pas trop loin, mais d'apporter un peu l'expertise que l'on acquiert tout doucement en formation initiale. Et on a le souhait, comme on s'est équipé d'infrastructures vraiment performantes, de pouvoir les partager au plus grand nombre de personnes. Tout à fait, c'est vrai que la partie Calab, avec l'expertise de chacun des profils qui ont travaillé avec nous, que ce soit Anan ou Aurore, qui ont leur expertise dans leur domaine, dans leur discipline, c'est vrai qu'il y a une expertise dans le geste aussi qui est développée, et donc ça nous a permis de tester des choses qu'on n'avait pas encore fait, et de pouvoir tester ces activités pratiques pour les refaire avec les enseignants. Donc il y a cette partie justement de formation initiale où on est vraiment dans le développement du geste chez les nouveaux enseignants qui vont devoir leur réenseigner, et nous ça nous a permis de nous enrichir et de compléter notre expertise du terrain et de faire des liens avec ce dont les enseignants avaient besoin. Donc c'était une belle complémentarité, avec aussi l'expertise de long terme, des recherches, de la lecture, des justifications, des enjeux, etc., qui est parfois un peu plus pointu dans le chef de la haute école, puisque c'est une matière à enseigner. Donc c'est tout à fait un partenariat gagnant-gagnant ici. Je dirais qu'à plus long terme, nous aimerions bien pouvoir faire plus de recherches ensemble, mais vraiment une recherche collaborative. Quand on parle de FMTT, on n'a pas vraiment encore de théorie. C'est-à-dire que où sont les obstacles dans l'apprentissage de tel et tel geste technique, comment planifier sur la durée des activités pour y mettre de la cohérence, il y a énormément de questions. Et travailler le questionnement ensemble, d'une part en formation initiale, puis avec les retours sur le terrain, pouvoir créer des outils d'observation un peu ensemble, prendre distance cela et produire de manière très pratique des outils et un peu théorique pour dire, en FMTT, on a remarqué qu'en troisième primaire, la dextérité, il y a ceci qu'on peut faire, que si on travaille telle technique en textile, ça permet de faire évoluer l'enfant. Je pense que c'est des acquis que j'aimerais bien que l'on puisse construire ensemble pour avoir une meilleure formation et surtout à l'école primaire des cours de formation de FMTT qui soient vraiment adaptés et riches pour les enfants. Parce que n'oublions pas que derrière cela, essentiellement, c'est les enfants qui sont les premiers bénéficiaires. Et ce que j'apprécie énormément dans les FMTT,
je le vois dans les formations que je donne au niveau de mes étudiants, dans les formations qu'on a données. Nous mettons souvent les personnes que l'on forme, et j'imagine les instituteurs aussi, face à un travail concret. Travail concret où la personne se dit a priori, je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Un des classiques que l'on fait à l'école et qu'on a fait en formation, c'est former un petit cadre photo. Ça permet de voir un petit peu de technique de travail du bois, mais après 2 heures, quand les personnes sortent avec leur cadre photo, il y a un sentiment de fierté et de construction d'estime de soi qui est vraiment important. Et ça, je l'ai vu aussi dans des observations à l'école primaire, où j'ai vu des enfants faire des petites pochettes en textile. La pochette ne ressemblait à rien. Je pense qu'une couturière aurait dit « Oh !» Mais l'accomplissement au niveau des enfants, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ce que j'espère, c'est que les enseignants, les instituteurs, institutrices vont avoir l'audace une première fois d'essayer. Et quand ils verront à quel point cela épanouit les enfants, ça va donner une spirale très positive. Et alors, j'ai aussi cru comprendre qu'il y avait plusieurs phases, il y a eu plusieurs formations. Quand on s'était appelé, je me souviens qu'il y avait eu vous étiez en plein dedans, donc je ne sais pas s'il y a d'autres... Alors, en termes de formation, moi j'ai eu l'année passée la chance de vivre 5 modules en besoins personnalisés, donc où on avait déjà fait une partie FMTT qui était aussi une découverte du programme, avec pas mal de manipulations. Donc j'avais déjà l'occasion de voir que les enseignants aimaient manipuler et qu'il y avait des choses en fait qu'ils n'avaient jamais fait. Donc, et puis cette année-ci, on a lancé ces 2 formations en direction. Et donc nous, on a attendu d'avoir fait ces deux formations, 2 demi-journées, qui étaient même parfois insuffisantes pour les directions qui seraient bien rester un peu plus longtemps. Et puis suite à ces deux demi-journées, on a lancé les 8 écoles en besoin collectif, où on est allé avec ma collègue Amandine Massard et mon collègue Geoffrey Denis. Donc on est allé dans les écoles pour donner cette formation FMTT en 2 jours, avec normalement une partie test entre le jour 1 et le jour 2, et on a centré énormément sur le pratique. Et voilà, c'est ce dont les enseignants ont vraiment besoin pour voir que c'est réalisable en classe. Donc là, c'est les retours qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Plutôt, tu évoquais les voyages dans les pays scandinaves. J'ai cru comprendre que récemment, le CEGEC notamment, et toi aussi, tu es parti en Suède, donc dans un voyage autour de la FMTT. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et dire quels étaient les retours de ce voyage? Quels étaient les éléments forts, on va dire Oui, exactement. Avec la cellule Europe, nous avons passé 1 semaine en Suède. Et il faut savoir qu'en Suède, ils appellent ça le slöjd. Et le slöjd, c'est une tradition qui date de la fin du 19e siècle, d'avoir effectivement un fort volet manuel dès le plus jeune âge pour développer l'ensemble de la personnalité. Et ce qui m'a séduit, je dirais, dans ce que j'ai vu sur place, c'est de rendre compte que ce n'est pas un cours un peu marginal et autre. C'est un cours à raison de 1 heure semaine, depuis la 3e primaire jusqu'à 16 ans, quelque chose comme cela, où les enfants apprennent finalement des gestes qui peut-être avant, dans notre culture, se transmettaient plutôt plus de la maman à la fille, le côté un peu plus textile, et probablement plus le papa vers le côté bricolage et autres. Mais là, il n'y avait pas du tout de dimension de genre. Et c'est quelque chose qui est fortement institutionnalisé. Et par exemple, ce qui m'a surpris, c'est de savoir qu'un des projets d'une des écoles qu'on a visitées, c'est au cours de la scolarité, les enfants créent des habits de la tête aux pieds. Et ça, peu importe pour les garçons comme pour les filles, il y a vraiment une équité qui s'est installée là. Et derrière cela, il y a toute une philosophie qui est la valorisation du travail manuel, qui est quelque chose qui est vraiment intégré. Et dans tous les foyers en Suède, il y a quelque chose qui a été fabriqué, soit quand on était enfant, soit plus tard. Et nous avons eu l'occasion, là on était une bonne vingtaine, quelque chose comme ça, dans un premier atelier. C'est un atelier de sculpture sur bois où on nous a appris à faire un petit couteau à beurre. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que c'est une activité qui se fait, mais qui est un peu dangereuse. C'est-à-dire qu'il y a des risques de coupure, et l'animateur nous a dit si vous coupez, ne soyez pas surpris.
au niveau des doigts, ça saigne abondamment, mais il suffit de comprimer et autres, et revenir. Et là, on est tous restés en disant, mais chez nous, on n'oserait pas faire ça. Et je pense que dans les FMTT, pour moi, quelque chose qui est intéressant, c'est l'éducation au risque. Et c'est étonnant. Dans le programme maintenant, dès le plus jeune âge, en cuisine, on travaille des petits couteaux et ça coupe bien. On aurait tendance à se dire, bon, j'ai un petit couteau en plastique et autres, ça c'est ce qui est installé ici. Mais là, c'est de se dire, un couteau, c'est un outil parmi d'autres. On peut apprendre à s'en servir en toute sécurité. Et cette relation comme ça, d'éducation au risque, me semble un enjeu assez intéressant aussi des cours de FMTT. Bon, je parle du couteau, mais je pense qu'en première primaire, deuxième primaire, l'apprentissage de clouer avec le marteau est quelque chose aussi qui n'est pas sans risque. Sans risque. Je vais parler maintenant des formations. Justement, si un enseignant veut se former à la FMTT ou si des directions veulent aussi se former, comment ça se passe, Jérôme ? Alors donc, c'est reparti pour l'année prochaine, en tout cas pour formation direction, en tout cas l'intention, on va encore formaliser la modalité et voir la collaboration. Donc il y a un catalogue qui est proposé pour les directions où la formation FMTT est disponible, donc des directions peuvent s'inscrire. Elle va être aussi proposée aux directions qui ont choisi dans leur plan de développement professionnel pour l'ensemble de l'école de venir à cette formation, un peu dans le principe de ce qu'on a fait ensemble. Donc les enseignants, eux, ont deux possibilités où ils l'ont choisi en développement professionnel, et donc ça c'est l'ensemble de l'école qui peut construire son projet FMTT, ou bien l'année prochaine on est reparti pour des besoins individuels dans les 4 diocèses et dans le spécialisé aussi, où on propose 2 jours de formation FMTT. Donc là, il y a catalogue personnel pour les enseignants ou le plan de développement professionnel, où là, ça a déjà été un choix. Et je pense qu'on a une quinzaine d'écoles jusque maintenant qui se sont prononcées pour la FMTT. Voilà, donc c'est pas mal. Quels sont les retours des enseignants, des directions qui ont suivi vos formations ? Alors au niveau des enseignants, je vais vraiment retourner à l'année passée où une enseignante m'a dit une phrase qui m'a marqué et avec laquelle je reviens et qui me motive encore plus à être dans cette formation FMTT, c'est qu'elle m'a dit, tiens, quand j'ai réalisé mon activité FMTT que j'ai testée en classe, un élève qui d'habitude en maths et en français était en difficulté et avait besoin d'aide, est venu me demander, tiens, madame, comment est-ce que je pourrais aider les autres parce que moi je m'en sors bien. Et donc cette FMTT va amener justement des élèves qui sont peut-être plus en difficulté dans d'autres disciplines plus conventionnelles, vont trouver cette possibilité dans la FMTT d'avoir du talent et de s'exprimer et de pouvoir aussi prendre leur place au sein d'un groupe et se montrer compétents. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui reste important par rapport à la place de l'élève. Et les retours qu'on a, qui sont tout frais, puisque là, on sort de ces formations, les enseignants sont quand même frileux, parce que maths français, ça reste quelque chose de très important. Alors là, en plus, on est fin d'année et les examens arrivent, le CEB arrive, les épreuves interdiocésaines, etc. Donc, au début, ils sont frileux, mais quand ils ont utilisé, quand ils ont manipulé, quand ils ont testé les activités, certains disent oui, en fait, c'est tout à fait réalisable en classe, puisqu'on a utilisé des petits gaufriers qui ne demandent pas grand déploiement de matériel, etc. Et de se dire, et oui, en fait, il y a moyen de faire de l'interdisciplinarité, et je vais me servir plus souvent de cette situation FMTT pour exercer des savoir-faire, compétences que je devais développer dans d'autres disciplines. La FMTT est un œuf dans grâce auquel on peut en tout cas développer toute une série de choses et mettre en pratique, et on en revient à ce quotidien. Mon conseil pour les instituteurs, institutrices de 6e primaire au niveau du CEB, rien de tel que pour apaiser les enfants qu'un peu de broderie, c'est un côté méditatif et de retour sur soi qui est vraiment utile dans cette période de stress. On arrive au bout de cet épisode. Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour chacun d'entre vous. Si tu devais résumer en une phrase pourquoi la formation à la FMTT est indispensable aujourd'hui, ce serait quoi ? Thierry, tu as déjà un petit peu en partie répondu à la question, mais tu peux aussi redévelopper ce que tu viens de dire. Je vais reprendre une phrase qu'a dit une jeune adolescente
que j'ai rencontrés en Suède, à qui on expliquait que nous sommes belges, on vient voir la formation manuelle en Suède parce qu'il n'existe pas cela chez nous. Elle nous a regardés, interloqués, elle a dit « Mais alors, comment est-ce que vous apprenez à vous débrouiller avec les choses de la vie ?» Je trouve que c'est vraiment une conclusion remarquable des enjeux de la FMTT. C'est celle que j'avais en tête aussi. Finalement, la formation FMTT, en fait, c'est une ouverture, c'est utiliser au final les savoirs dans des situations quotidiennes et c'est mettre du sens sur certains apprentissages qui sont ailleurs. Lire une étiquette, c'est du français. On va faire plein de maths et donc c'est une occasion de structurer ou d'exercer toute une série de savoirs et pas uniquement se concentrer sur un geste, sur un produit fini. C'est vraiment une ouverture vers ce quotidien de tous les jours, permettre aux élèves de pouvoir s'en sortir. Et merci beaucoup à vous deux, Jérôme et Thierry, pour votre enthousiasme et tout ce que vous avez partagé. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la formation, je mettrai des informations dans la description de l'épisode ainsi que tous les outils. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode de l'Heure de Fourche. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement catholique. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!